C'est bon. Alors, un grand merci d'être présent et ponctuel sur cet atelier pratique, donc dans la cinquième université du réseau des référents handicap qui a lieu simultanément au Havre, le 21 et 22, donc on est sur le deuxième jour de l'université. Et nous nous sommes en distanciel sur un atelier pratique qui fait partie de la quinzaine d'ateliers pratiques qui auront été mis en place tout au long de l'université. Voilà. La thématique aujourd'hui est celle sur les salariés aidants. Quelles solutions leur apporter? On a essayé de s'entourer d'expertise, de professionnels qui travaillent sur le sujet et également d'entreprises qui vont pouvoir témoigner. On va le présenter. Et voilà, nous sommes très heureux de pouvoir démarrer cette session. Je pense, Élodie, que tu peux voilà, avancer. Je vais laisser Hélène se présenter. Alors, en attendant qu'Hélène prenne la parole, moi je suis Sylvain Cresson, je suis chargé d'études et de développement en Hauts-de-France. Le poste de chargé d'études à la GFIP, c'est l'accompagnement des entreprises, l'accompagnement des référents handicap dans la mise en place de leur politique handicap, accompagner les entreprises pour une partie de diagnostic, évaluation et mise en place d'actions. Et puis, dans une deuxième partie, je m'occupe également de l'animation du réseau des référents handicap, notamment sur la région des Hauts-de-France. Voilà, je crois qu'Hélène a un petit problème technique. Voilà, donc Voilà. merci, merci Sylvain. Donc j'ai pour ma part les mêmes missions que Sylvain, mais en région Occitanie. Eh bien, on va passer sur le programme de Donc, l'atelier, Hélène. donc pour aujourd'hui, sur notre atelier, en fait, nous avons quatre points. Le premier sur les aidants, pour voir le cadre réglementaire et les chiffres clés qui s'y rapportent. Nous allons présenter ensuite les dispositifs légaux en faveur des salariés aidants. Et puis en deuxième partie, il y aura tout un volet sur des témoignages sur des dispositifs. Donc le premier, c'est le label Capandéo avec un témoignage de l'entreprise Pierre Fabre. Et le deuxième dispositif, c'est Prevencare, pardon, avec un témoignage de la Caisse d'épargne de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Non, alors Provence-Alpes-Corse, là je te Corse, reprends. pardon. Voilà. Merci. Et donc c'est Anne-Sophie Rouet, qui est chef de projet QVT, inclusion et engagement, et qui est également référente handicap, qui prendra la parole après la prise de parole du fondateur de Prevent-Care pour expliciter concrètement en quoi ce dispositif l'aide dans sa démarche à destination des aidants. Alors, Alors, pour démarrer, on va vous demander de prendre soit votre téléphone portable et de scanner ce QR code, soit de vous rendre sur une page de votre navigateur Internet et d'aller sur wooclap.com, www.wooclap.com. Et quand vous arriverez sur la page WooClap, tout en haut, vous aurez un code qui vous sera demandé. Et le code de l'événement, c'est AID, comme aidant, 2024. Donc, je laisse à chacun le temps de prendre soit son téléphone, soit ouvrir une nouvelle page sur votre navigateur Internet, WooClap, et le code AID 2024. Et je vous invite à garder ensuite cette page ouverte sur votre téléphone, puisque tout au long de l'atelier, on vous fera de temps en temps interagir avec nous. Alors, pour ceux qui sont connectés, qui ont fait un peu de judo ou pas, on va vous demander sur le sujet d'aujourd'hui, quel est votre niveau de connaissance au sujet des aidants qui travaillent? Est-ce que vous êtes une ceinture blanche très 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 débutant, un expert en ceinture noire, et puis vous l'aurez compris, se trouvent quelques nuances hein, du jaune, celui qui... Voilà. Et bien super, vous avez tout compris, vous êtes en train de vous positionner. voilà, attention, on a de la ceinture Ouh là noire. là, on a de la ceinture noire, oui. On vous laisse continuer à voter. C'est bien, on a un groupe hétérogène, c'est une bonne chose. Alors, est-ce que tout le monde a pu se positionner? Allez, pour pas perdre trop de temps, effectivement, bah écoutez, c'est bien. On voit qu'il y a quand même pas mal de novices ou d'apprentis sur le sujet. Quelques experts, alors ils pourront nous appuyer dans la conversation s'ils le souhaitent. En tout cas, on espère que on pourra répondre aux questions de tous. Voilà. Et on va commencer tout d'abord par une période qui est plutôt une période de vulgarisation sur le cadre réglementaire et les chiffres clés. Et donc, je vais commencer tout de suite avec la définition de l'élan.
Et donc concrètement, l'aidant est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, c'est ça qui est important, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie. Et là, il peut y avoir plusieurs critères, soit du fait de l'âge, soit de la maladie, soit du handicap. Un point qui est également à soulever, c'est que cette aide doit être régulière, temporaire ou permanente. Il n'y a pas d'obligation que ce soit permanent. Et ça se traduit par un soutien moral, une aide aux activités du quotidien, par exemple les courses, faire les courses, le ménage, l'entretien du jardin, la préparation des repas, des démarches administratives, des soins. Et également, ça peut se traduire par une surveillance active. Et on voit déjà toute l'hétérogénéité finalement de l'aidance avec des cas qui vont être à chaque fois des cas particuliers à mettre en place en fonction des besoins de la personne. Alors, Allez, quels on sont selon retourne, vous, pardon, Eva, voilà, on retourne sur vos claps. Donc pour ceux qui n'ont pas fermé la page, juste pour vous donner les indications, donc c'est toujours la même page. Sinon, vous retournez sur vos claps. Et Sylvain, c'est bon, je te laisse la parole. et voilà, quelles sont selon vous les difficultés principales des aidants? Donc, vous pouvez en soumettre plusieurs. Mm. Elles vont apparaître directement. Une fois que vous en aurez mis suffisamment, on vous les mettra. Voilà. Alors, je verrai après si je vous les mets en liste. Merci. Alors, en tout cas, un problème de temps qui revient, plus le mot est important, plus ça veut dire qu'il a d'occurrence, tout simplement. Il y a une notion de fatigue que vous reconnaissez, le temps qui revient, la charge mentale, le manque de reconnaissance, c'est tout à fait juste. Voilà. L'épuisement, on peut parler parfois de syndrome vicariant chez les aidants, des difficultés à concilier justement la charge supplémentaire que peut imposer l'aidance, de l'inquiétude, le fait de concilier, je suppose, vie professionnelle et vie personnelle. Et en tout cas, je vous remercie de tous ces éléments-là. On va figer le nuage de mots et puis je vais revenir sur les 5 difficultés principales, en tout cas, qui peuvent être rencontrées, que vous avez citées ici. Donc, il y a souvent une méconnaissance des dispositifs d'aide. On verra des chiffres sur le sujet. Souvent, on ne se reconnaît pas forcément aidant et on ne connaît pas forcément les appuis et les aides qu'on peut avoir. Et donc, un besoin qui en découle, le besoin d'informations simples et qualifiées. Il y a une multiplicité d'intervenants et un manque de temps. Vous l'avez souligné largement. Donc, il peut être intéressant d'être guidé par un professionnel. Souvent, je l'ai déjà dit, mais on a une difficulté à s'identifier comme aidant. On considère que la tâche est normale et en tout cas, on n'a pas tendance à la formaliser comme un engagement supplémentaire. Et donc, il y a une aide à la prise de conscience qui peut être nécessaire. Il y a des freins psychologiques pour les, à l'aide des personnes qui peuvent arriver. Et donc, il peut y avoir un besoin de soutien. Et on l'a dit, des risques d'épuisement et parfois besoin de répit, besoin de suppléance. On va passer à la slide suivante. Effectivement, combien d'aidants en France? Alors, on est sur une évaluation sur un baromètre BVA d'avril 2020 de 11 millions de proches aidants de personnes handicapées dépendantes ou porteuses de maladies chroniques. Donc, de mémoire, on doit être 66%, 66 millions en France à peu près. Donc, on voit que ça fait plus d'une personne sur 6 qui est en situation d'aidance. On reverra des chiffres un peu plus tard par rapport à la vie active notamment. Généralement, les aidants sont des membres de la famille, 44% de conjoints, mais 83% des membres de la famille, avec une moyenne d'âge de 52 ans. Alors, 62% des aidants occupent un emploi, donc c'est vraiment la thématique de l'atelier. Que peut-on apporter aux salariés, aux aidants qui travaillent? Donc, c'est vraiment sur cette thématique qu'on va se focaliser. Et donc, ça fait environ 4 millions d'actifs sur ces aidants occupant un emploi. En 2030, un actif sur 4 sera aidant. Donc, on voit que c'est un enjeu RH qu'on ne peut pas sous-estimer, qui est forcément qui va impliquer la mise en place d'une politique concrète vis-à-vis de cette population. Et les éléments qui ressortent, c'est que 80% des aidants ont du mal à concilier la vie professionnelle et le rôle d'aidant. C'est ce que vous avez sorti tout à l'heure comme difficulté. Et avec souvent un empiètement du rôle d'aidant sur la vie professionnelle, c'est ce que nous allons voir ensuite. On peut passer la planche suivante. Oui, donc l'activité des dents a souvent des répercussions majeures sur la vie professionnelle, avec un besoin de réduction de travail, voire interruption de l'activité professionnelle. Et même si pour les aidants, il est essentiel de continuer à travailler, parce que la présence dans l'entreprise permet de maintenir un équilibre de vie. Donc on voit que 96% des aidants souhaitent continuer à travailler, pour des raisons financières, mais aussi pour l'équilibre que ça comprend.
Être aidant, c'est affronter une réalité difficile et contraignante. On peut parler d'un certain nombre de risques si on n'a pas de politique particulière ou si les aidants ne sont pas accompagnés. On a des risques psychosociaux, des risques de burn-out, de turnover, d'absentéisme, de retard. Vous l'avez dit très largement, de fatigue. Et il va être important de pouvoir mettre en place un certain nombre d'actions justement pour prévenir ces risques. Mais être aidant, c'est également, et ça on peut l'oublier également, acquérir ou développer des compétences précieuses pour l'entreprise. Quelqu'un qui est aidant, il doit en même temps gérer sa carrière euh, et gérer cette mission complémentaire. Et donc ça l'amène à savoir résoudre des problèmes complexes, gérer des priorités, travailler en équipe et être autonome et prendre des initiatives. Quelques chiffres encore. Ah non, alors c'est moi qui ne suis pas au clair sur les chiffres, excusez-moi. Aujourd'hui, les dispositifs existent pour concilier l'activité professionnelle et le rôle d'aidant, mais trop peu d'aidants les connaissent et les utilisent. Ça va être un des objectifs de l'atelier, ça va être de le représenter. Et l'employeur a un rôle à jouer pour identifier les salariés concernés, les inviter à leur prendre conscience de leur rôle d'aidant. On a vu tout à l'heure que c'était un des blocages possibles, c'est que l'aidant n'a pas conscience de son rôle et de ses missions et des aides qu'il peut trouver. Et l'employeur peut également jouer un rôle en informant sur les droits et en proposant des mesures destinées à mieux concilier vie pro et rôle d'aidant. Alors, les bénéfices pour l'entreprise sur le fait de mettre en place une politique à destination des aidants, alors c'est très pragmatique, mais ça permet d'avoir moins d'arrêts de travail et d'absentéisme. Ça permet de maintenir un engagement des collaborateurs. C'est également valorisant en termes de marque employeur, en termes d'image positive renvoyée à l'interne et à l'externe. En tout cas, je pense qu'on en parlera tout à l'heure, mais il y a quelque chose qui permet de fidéliser les collaborateurs dans cette action à destination des aidants. Ça permet un enrichissement du dialogue social sur un projet porteur de sens, porteur de progrès, et ça traduit les engagements humains et sociaux de l'entreprise sur le sujet. Je vais laisser la main à Hélène. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Alors, on a une question sur le support à l'issue de l'atelier. Toutes les personnes qui ont participé à l'atelier se verront renvoyer le support. Tout à fait. Voilà. Hélène, je te laisse Très reprendre la bien. main. Merci Sylvain pour cette présentation. On va voir du coup maintenant les dispositifs légaux en faveur des salariés aidants familiaux Elodie va On vous tourne sur passer WooClap, encore une un fois, test WeClap. et on va vous demander quels sont les dispositifs légaux en faveur des entreprises. Ah, on retrouve les ceintures blanches. Les, les faveurs donc, les dispositifs légaux en faveur des aidants en entreprise que vous connaissez. Donc les réponses arrivent au fur et à mesure et en fait c'est le reflet un petit peu des Mm. ceintures de judo C'est ça. avec bah, des personnes qui viennent pour en apprendre davantage et d'autres qui ont avancé un petit peu sur le sujet et donc on va pouvoir On va essayer de faire passer des ceintures à plein de monde. Voilà. C'est à toi, Hélène. Très bien. Donc voilà, donc on vous a mis en lumière ici les différents dispositifs légaux en faveur des aidants. Donc vous avez parlé de congés, donc il y a le congé de proche aidant, le congé de présence parentale, le congé de solidarité familiale, il y a le don de congé. Il y a différentes dispositions de la loi travail et il y a aussi le droit au répit. Donc, on va démarrer sur le congé proche aidant. En fait, il s'adresse à tout salarié qu'il soit avec un lien de parenté ou pas. Il faut du coup résider avec cette personne-là ou alors avoir des liens étroits et stables. Ce congé-là est ouvert aussi pour lorsque la personne qui est aidée vit en établissement.
Cette aide doit être régulière et fréquente à titre non professionnel, non rémunéré. Et du coup, en fait, la personne doit être face à une situation de perte d'autonomie grave ou de handicap et aussi, chose importante, résider en France. Donc, quand on se penche sur la durée de ce congé-là, il est maximum de 3 mois. Il est renouvelable une fois sur l'ensemble de la carrière professionnelle. Il présente des garanties de maintien dans l'emploi, en fait. C'est un congé qui n'est pas rémunéré, mais qui la personne aidante peut avoir une indemnisation qui s'appelle l'AJPA, hein, du coup, l'indemnité journalière de proche aidant. Voilà. Donc, en fait, je ne vous donne pas des éléments sur le formalisme à avoir pour le dépôt de cette demande d'aide, parce que sur chacun des dispositifs, vous avez des liens et que vous pourrez creuser après. Sur notre créneau qui est contraint, on n'aura pas le temps de vous les expliquer, mais vous pourrez aller les voir sur ces liens-là. Donc, vous avez ensuite le congé de solidarité familiale. Il s'adresse aussi à tout salarié. Il y a pas de conditions d'ancienneté et peut se mobiliser quand le salarié est en accompagnement d'un proche en fin de vie. La durée de ce congé est de 3 mois maximal. On peut le renouveler une fois. Il peut être pris de façon continue ou alors on peut prendre le congé de façon à temps partiel. Du coup, il faut que la demande soit déposée dans les 15 jours avant le début de congé, sauf en cas d'urgence absolue. L'intérêt, c'est que l'employeur ne peut pas refuser cette demande. Là aussi, ce congé est non rémunéré, mais dans certaines conditions, on peut bénéficier d'allocations journalières d'accompagnement. Voilà. Et du coup, vous aurez les éléments complémentaires sur les liens toujours. Voilà. Donc, vous avez ensuite un congé de présence parentale. Là, il s'adresse à tous les salariés. En fait, il peut être mis à disposition lorsque vous avez un enfant de moins de 20 ans qui est vraiment en charge effective sur le parent et que cette charge doit être permanente. L'enfant doit présenter une maladie grave être accidenté ou avoir un handicap et il faut que son état nécessite des soins et une présence des parents. Donc en fait, ce congé se présente sous un crédit de 310 jours de congé. C'est ce qui équivaut à 14 mois sur la période de 3 ans. Il est renouvelable au bout de 3 ans en cas de rechute ou récidive. Il peut être pris en une seule fois ou en, en une seule fois ou en cas de rechute, pardon, il peut être pris en une seule fois et ce congé là aussi n'est pas rémunéré, mais on peut bénéficier de l'allocation journalière parentale avec la limite de 22 jours par mois d'allocation. Alors, Hélène, je te coupe une seconde. C'est juste Lydie qui nous précise dans le chat que les enfants peuvent avoir jusqu'à 25 ans dans la fonction publique territoriale. Ah, Et on avait une question de Simona Bourgio sur le congé de solidarité familiale. Le proche doit-il résider en France? Personnellement, je n'ai pas la réponse, mais on va se renseigner et on vous mettra dans le support cet élément-là, à moins qu'un de nos experts qui est présent avec nous soit en capacité d'avoir cette réponse-là. Est-ce que la personne doit résider en France? Mais on vous trouvera la réponse. Voilà. Tu peux euh, reprendre,
Hélène. Oui, c'est vrai qu'a priori, c'est la personne aidée qui doit résider en France, effectivement. Après, on aura peut-être des réponses à apporter au-delà. Donc ça, c'était pour la présence parentale. Élodie, voilà. Donc après, en fait, il y a un dispositif qui permet, en fait, de la part des salariés de faire des dons de jours de repos aux collègues aidants familiales. Donc c'est une possibilité qui peut être mise à disposition pour tout salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie ou qui représente un handicap. Ça peut être aussi parent d'enfants gravement malades ou aussi aidant salarié. Initialement, c'était uniquement sur les parents d'enfants et ça a été ouvert plus largement. Ce don, du coup, est anonyme et sans contrepartie. Le donneur peut donner des jours de sa cinquième semaine de congé payé. Il peut donner des RTT ou jours de récupération non pris ou de jours provenant d'un compte épargne-temps. Le salarié, en fait, le salarié qui souhaite en faire un don doit obligatoirement en faire la demande à l'employeur. Le bénéficiaire doit fournir, lui, un certificat médical détaillé qui atteste de la gravité de la situation médicale de l'aidé. Et ensuite, et qui atteste aussi de la besoin de présence soutenue et de soins contraignants indispensables. Le bénéficiaire des jours donnés, pour le bénéficiaire qui reçoit ce don de jours, ces jours-là sont considérés comme période de travail effectif, comme si il reçoit la rémunération pour ce jour travaillé et il a ses bénéfices acquis et préservés. Hélène, je me permets de revenir un petit peu en arrière parce qu'on a des questions dans le chat. Donc, au sujet du congé de présence parentale, on avait monsieur ou madame Renaud qui nous demandait est-ce qu'il peut être pris seulement par journée, une journée par semaine par exemple? Oui, il peut tout à fait être pris en une ou plusieurs fois, en période de temps partiel ou fractionné même par demi-journée. Voilà. Donc, Mhm. c'était pour répondre à une question du chat et je te laisse reprendre. Donc, on avait vu, voilà. En fait, il y a ensuite des dispositions qui ont été prises dans le cadre de la loi travail sur la durée des congés payés qui, eux, dans ce cadre-là, peuvent être pris en une seule fois. Ensuite, il y a le fait que le travail de nuit ne peut être ne peut être le refus, pardon, du travail de nuit ne peut pas être considéré comme une faute ou un motif de licenciement. Et en fait, la personne a le droit de demander justement de ne plus travailler de nuit quand elle est aidante. Ensuite, il y a un droit à congé suite à l'annonce d'un handicap d'un enfant qui est de 5 journées. Et en fait, vous pouvez aussi demander l'accès au télétravail et en fait, l'employeur a pour obligation de motiver le refus de télétravail aux proches aidants. Voilà pour ces dispositions prises dans le cadre de la loi travail. Autre droit, c'est le droit au répit des aidants familiaux hein, qui a été créé depuis 2015 avec la possibilité d'avoir un accueil de jour ou de nuit, un hébergement temporaire en établissement, ensuite ou en accueil familial. Il y a des relais à domicile, des séjours de vacances répit. Et alors il se trouve qu'en cas d'hospitalisation du proche aidant, il y a une aide ponctuelle qui permet de financer l'hébergement temporaire de la personne aidée ou de la mettre dans un relais à domicile. Et en fait, il se trouve que on peut mobiliser l'allocation personnalisée d'autonomie dans ce cadre-là.
Et vous avez ici, en fait, des fiches repères hein, qui ont été éditées par le ministère de la Solidarité et de la Santé et l'accès à des plateformes. Il y a l'ARS qui a mis en place des plateformes d'accompagnement et de répit. Donc, vous avez les coordonnées, le lien et les coordonnées pour pouvoir y accéder. Et- Alors, des questions dans le chat peut-être, Sylvain, Non, encore c'est écoute, bon? Mhm. on les a pris de manière systématique. Donc, D'accord. il y a une question sur laquelle on n'a pas d'info. Le proche doit-il résider en France? Mais on essaiera de trouver l'information. Mais sinon, pour les autres, les questions sont traitées. On peut avancer, ce qui nous laissera un petit peu de temps avec les intervenants multiples que nous avons encore. Voilà. Donc là, on va entamer la deuxième partie un petit peu de notre atelier avec des présentations de dispositifs qui seront accompagnés de témoignages d'entreprises. Donc, on a la chance aujourd'hui d'avoir auprès de nous Julien Pénaud, qui est directeur général du groupe Andéo et que je vais laisser se présenter et nous parler du label Cap Pandéo. Julien, Merci à vous Hélène, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis Julien Pénaud, je suis le directeur général de Andéo et j'ai plaisir à partager cet atelier avec vous aujourd'hui et puis d'être avec Mathilde pour le groupe Pierre Fabre qui me contredira ou qui complétera mes propos puisqu'elle elle a vécu pour de vrai la mise en œuvre de la démarche de labellisation. Andéo, pour le dire rapidement, c'est un organisme qui est porté par le monde du handicap, 25 grandes organisations dans le secteur du handicap, au milieu desquelles APF France Handicap, Paralysie cérébrale France, l'Union nationale des familles de traumatisés crâniens et cérébraux lésés, Autisme France, enfin, etc., etc. Et ces grandes organisations travaillent sur la question de la qualité de vie des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées en perte d'autonomie pour celles et ceux qui font le choix de vivre comme tout le monde et donc de pouvoir vivre dans la cité comme n'importe quel citoyen. Et donc ça suppose bien sûr d'accéder à des services du médico-social, mais aussi à des services de droit commun et pour un certain nombre, bien sûr, aussi le droit à la mobilité pour tous, l'accès au travail, l'accès à la culture, aux loisirs, au sport, etc. Dans le contexte de cette ambition portée par Andéo, il y a quelques années, et c'était à l'initiative d'un groupe de protection sociale qui s'appelle Clésia, nous avons décidé de travailler sur la question des salariés aidants. Déjà, beaucoup de choses ont été dites là en quelques minutes. Mais la préoccupation, bien sûr, du côté du monde du handicap, mais aussi de l'avancée en âge, de la perte d'autonomie, et en particulier lorsqu'on souhaite s'adresser aux aidants, c'était d'avoir une attention toute particulière sur les aidants qui travaillent, puisque les chiffres, vous les avez présentés, et la statistique, j'allais dire, à véritablement retenir, hein, c'est aujourd'hui un salarié sur cinq, demain un salarié sur quatre qui sera aidant, autrement dit 25% des effectifs, un quart hein, des effectifs de toutes les entreprises de France, quel que soit leur statut juridique, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur activité, sont donc concernés dès maintenant et le seront encore plus demain. Alors, ça veut dire que pour nous, se préoccuper de cette question-là, elle passe par une double attention, un double objectif. Le premier, eh bien, il est d'abord de permettre aux salariés aidants de concilier vie pro et vie familiale. Hein. L'enjeu sociétal, il se situe bien ici, puisque là, ça a été dit, encore trop souvent, des aidants se retrouvent à devoir mettre en suspens ou arrêter leur carrière professionnelle et elles doivent pouvoir dans un lieu d'épanouissement qui est le travail, et bien de pouvoir continuer de s'épanouir, d'avoir des interactions sociales et de pouvoir donc le concilier avec l'aide de leurs proches aidants. Et puis, du côté de l'entreprise, l'objectif, eh bien, il est de préparer l'entreprise, préparer, j'allais dire, le monde de l'entreprise aux enjeux à venir autour de cette thématique-là, encore
trop méconnu, encore en dessous des radars pour de nombreux chefs d'entreprise, direction de ressources humaines, voire même peut-être de responsables de mission handicap. Donc le label, et parce que Andeo a l'habitude de déployer des démarches qualité, des dispositifs d'accompagnement, nous avons souhaité avec, dans un premier temps, le groupe de protection sociale Clésia, puis en partenariat avec la GERCARCO, et bien fabriquer un dispositif concret, innovant, au bénéfice donc des salariés en situation d'aide d'un proche fragilisé du fait du handicap, de la maladie ou de l'âge, donc on appelle les salariés aidants. Concret, parce que, j'allais dire, il donne le cap aux entreprises sur des éléments méthodologiques pour s'emparer de cette question-là avec quelques piliers à travers la démarche de labellisation. Le premier étant de réaliser un diagnostic, un état des lieux, autrement dit, quelle est la situation dans l'entreprise sur cette thématique-là. Troisième pilier autour de la sensibilisation, l'implication des salariés, la formation des managers de proximité notamment. Vous le savez sans doute, et j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais nous avons besoin de déconstruire les représentations que peuvent avoir un certain nombre de managers sur le sujet de l'aidance. Et pour ce faire, il faut pouvoir les sensibiliser, les former pour libérer, créer ou refluidifier ou fluidifier le dialogue entre les collaborateurs et les managers. Et puis, troisième pilier important, eh bien, c'est de mettre concrètement en place une offre de service à destination de ces salariés. Donc le label Capandeo, il tient cet objectif-là, il propose à travers cette démarche de labellisation une méthodologie d'accompagnement pour les entreprises. Mais j'allais dire, c'est aussi à travers une démarche qualité, hein, puisque quand on parle de label, on parle de démarche qualité, c'est de faire la démonstration pour l'entreprise de son engagement et surtout de la valoriser dans la durée, hein. Il ne s'agit pas juste de dire, eh bien, nous, on a peut-être mis en place une opération, on a mis en place une action, mais de la structurer dans une stratégie plus globale, d'en faire la démonstration. Et puis, qui dit label dit contrôle. Donc, le rôle d'Andeo, c'est d'aller vérifier que effectivement le référentiel, le cahier des charges soit bien mis en œuvre au sein des entreprises. Ce qui est tout à l'heure, Sylvain, je crois que c'est toi qui parlais de marque employeur, est aussi une manière de pouvoir mettre en avant, de valoriser les efforts qui ont pu être poursuivis par l'entreprise. Donc là, vous voyez quelques éléments des différents piliers du label que je décris là rapidement. Et j'essaie d'aller vite parce que je sais que le temps est compté et il faudra bien sûr, Hélène, me dire quand il faut que je me taise. Vous dire que Vous avez encore aujourd'hui, quelques minutes, Julien. On est dans les temps, donc n'hésitez pas. ça va. Vous dire qu'aujourd'hui, ce dispositif, donc, il existe depuis maintenant quelques années, hein. On l'a lancé quelques mois avant le premier confinement avec une inauguration qui s'est faite au Panthéon avec Madame Cluzel à l'époque pour euh, soutenir les premières entreprises labellisées. Et aujourd'hui, on a concrètement des grandes entreprises qui ont obtenu le label, y compris des entreprises du CAC 40, mais aussi des PME, des TPE, puisque c'est un label qui est, et j'insiste là-dessus, accessible à tous. On a aujourd'hui des PME d'une vingtaine, trentaine de salariés qui ont réussi à obtenir le label, et puis aussi des organismes publics. Je me plais à citer la Direction générale de la Gendarmerie nationale, qui a obtenu notre label pour les 120 000 militaires que constitue cette direction générale et qui d'ailleurs a mis en place vraiment des actions remarquables. Mais aujourd'hui, le label ne s'inscrit pas dans une démarche sanction, si je puis dire, ou qui consisterait à mettre un niveau d'exigence extrêmement fort sur ces questions-là pour des entreprises qui devraient déployer des moyens considérables. On peut tout à fait rentrer dans cette démarche-là, tout simplement, déjà, j'allais dire, avec un édito fort. Volontariste, une politique affirmée par le dirigeant d'une petite PME pour déjà adresser un signal fort, un message à ses salariés
en leur expliquant que ce n'est pas un sujet tabou, c'est un sujet qui peut être abordé dans l'entreprise et j'allais dire avec peu de moyens de commencer déjà à délivrer de l'information, donner peut-être aussi des trucs et astuces, donner des contacts du café des aidants du coin, d'associations de familles, d'associations de personnes handicapées, un certain nombre de solutions qui pourraient les aider. Mais ça peut aller jusque, vous parliez là à l'instant des dons de congés, d'entreprises qui, bien sûr, vont organiser le don de congé pour les salariés aidants, voire même pour des très grandes entreprises, de gérer en direct des centres de répit, hein. On a vu ça, la SNCF est labellisée, hein, pour Andéo, pour les 5 entreprises du groupe. Ils gèrent en direct des centres de répit et donc peuvent aussi faire bénéficier un certain nombre de leurs salariés des moments de répit. Donc Pierre Fabre est bien sûr labellisé, vous allez entendre son témoignage. Dior Couture, Schneider Electric, enfin bon, un certain nombre d'entreprises, je les citerai pas toutes. Euh, Aujourd'hui, si dans la salle, il y a des ressortissants, si je puis dire, du groupe de protection sociale Clésia, sachez que les équipes de l'action sociale Clésia accompagnent partout en France les entreprises pour faciliter l'accès à la labellisation avec des conditions tout à fait extraordinaires et tout à fait gratuites, puisque c'est Clésia qui prend en charge le coût du label. Apicil, qui est un autre groupe de protection sociale plutôt rhône-alpin, mais qui intervient dans toute la France, s'est aussi engagé dans la démarche et accompagne aussi un certain nombre de leurs entreprises. Nous sommes en discussion avec la G2R en ce moment et puis Malakoff Humanis. À date, euh, c'est à peu près aujourd'hui 30-40 entreprises qui sont labellisées et euh, pas loin de 150 entreprises qui sont en train de se préparer à la labellisation, hein, avec bien sûr des niveaux de maturité différents. Certains seront audités dans les prochaines semaines, d'autres plutôt à la fin de cette année ou début d'année suivante. Voilà pour dire rapidement un peu le contexte de création du label, les grands piliers, l'idée que porte Andéo autour de ce sujet-là, avec d'autres, bien sûr. Et je conclurai en disant Andéo, et je pense que ça fera le lien aussi avec l'intervention après de Prevencare. Andéo ne va pas dans les entreprises, hein, pour réaliser la mise en œuvre de différentes solutions, de services, de conseils, etc. Mais arrive, j'allais dire, au bout de la chaîne avec le dispositif de valorisation dont je parlais là. C'est important parce que l'Agir Carco, qui a fait une de ses priorités, la thématique des salariés aidants, a balisé un parcours dans lequel il y a un certain nombre d'outils, ma boussole aidant, un outil qui s'appelle le KitAid et le label Capandéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants, est dans ce dispositif à la fin pour venir d'une certaine manière mettre le coup de tampon validé pour les entreprises, l'ensemble du processus. M- Merci, merci Julien pour toutes ces informations. Je ne sais pas s'il y avait des questions complémentaires dans le chat, mais on va. Non, apparemment, pas de questions à ce stade. Merci, merci beaucoup pour la présentation de ce beau dispositif de label Capandéo. Et on va du coup maintenant accueillir Mathilde Binquet qui est sur le groupe Pierre Fabre et que je vais laisser se présenter et qui a œuvré du coup sur la mise en place de ce label Capandéo au sein de son groupe. Mathilde. Ah, il y a le micro. Il faut... Mathilde, on vous entend pas. Il faut débloquer le micro en bas à gauche. Toujours pas. Mathilde, vous avez votre micro. Je crois qu'elle ne peut pas le débloquer apparemment. C'est ce qu'elle met dans le chat. Je me permets de vous le dire. Je pense que son micro doit être Et moi, verrouillé. à distance, je ne peux Ah, pas débloquer son. Ah bah ça y est, Voilà, c'est merci, ça y est. ah, pardon. Excusez-moi, C'était... je l'avais effectivement éteint en attendant et je pouvais pas le remettre toute seule. Donc j'étais un peu embêtée. Merci Julien pour la traduction simultanée. Euh,
Bon, donc oui, Mathilde Benquet, je suis... alors, mon titre officiel, c'est responsable des affaires sociales, mais en français courant, c'est plutôt assistante sociale du travail. Donc, au sein du groupe Pierre Fabre depuis presque 8 ans maintenant. Euh, voilà. Hélène, est-ce que j'enchaîne de suite ou est-ce que vous aviez des questions à Oui, me non, non, poser? non. Écoutez, je vous laisse la main. Sinon, oui. Donc, en fait, oui, vous présentez aussi en même temps votre groupe et parlez ensuite du label Capandéo. Très bien. Euh, donc, le groupe Pierre Fabre, c'est un groupe pharmaceutique qui travaille et sur la question du médicament et sur la question de la dermocosmétique. Alors, le groupe Pierre Fabre, c'est pas forcément très connu, sauf en Occitanie où on connaît de noms, mais après, on connaît surtout nos marques. Pour ne pas les citer, on peut penser à Aven, Aderma, Chlorane. Voilà, toutes ces marques-là, c'est le groupe Pierre Fabre. Donc, c'est une entreprise qui a été créée donc, par Monsieur Pierre Fabre en 1962 et qui est basée, en tout cas pour sa partie France, en grande majorité dans le Tarn et dans l'Occitanie, mais particulièrement dans le Tarn. Donc, le berceau de l'entreprise, c'est Castres. Euh, voilà, donc pour les amateurs de rugby, voyez aussi le nom de l'entreprise à l'arrière des maillots du Castre Olympique. Voilà, donc ça c'était pour la petite histoire. Euh, donc, comme, alors je vais prendre un peu ce que disait Julien parce que ça va revenir. Donc nous, on est affilié, notre caisse de retraite complémentaire, c'est Clésia. Hein, donc vous voyez d'un coup le lien qui va se faire avec le label Capandéo. Euh, et il se trouve que historiquement, le groupe Pierre Fabre a toujours été très engagé auprès de ses salariés en général. Hein. C'est ce qu'on pourrait appeler ou catégoriser comme une entreprise qu'on appelait auparavant les entreprises paternalistes. Hein. Je pense aussi à des groupes comme Michelin, par exemple, ou voilà, des grandes entreprises comme ça qui se préoccupaient depuis toujours de la santé globale de leurs collaborateurs. Donc, pour ce faire, eh bien, nous avons en interne donc des assistantes sociales du travail, également pour une partie de nos sites France, en tout cas des services de santé au travail. Et donc, c'est vrai que tout naturellement, eh bien, notre caisse de retraite complémentaire, Clésia, donc, est venue nous rencontrer pour nous dire que ce serait quand même pas mal qu'on valorise nos actions, les actions que nous menons donc au quotidien, et qu'on puisse les mettre en place et les structurer grâce au label Andéo, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants. Alors, Julien vous en a parlé beaucoup, il vous en a fait une belle promotion. Alors, c'est un label qui est super chouette, mais qui est quand même un petit peu, un petit peu émotionnant, hein, on va le dire comme ça. Non, non, pour les professionnels, alors moi je suis assistante sociale de formation, je vous l'ai dit, j'ai pas l'habitude, j'ai pas euh, la culture professionnelle hein, de faire rentrer mes actions dans des cases systématiques. Euh, je vous ai dit que j'étais assistante sociale, je suis pas sûre de vous avoir dit que j'étais la référente handicap du groupe Pierre Fabre quand même, ce serait intéressant que vous le sachiez aussi. Voilà, donc je reprends donc ma formation d'assistante sociale, mais m'aide pas forcément à mettre toutes mes actions dans des cases bien normées. Euh, mais ceci dit, ça a été un exercice vraiment passionnant, euh, de- passionnant, bien qu'un peu douloureux, j'insiste, euh, pour réussir à faire sortir, en fait, à travailler sur euh, et à faire savoir tout ce qu'on peut mettre en place aujourd'hui pour les aidants. Donc, il y a effectivement une pratico-pratique, il y a une auto-évaluation. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on a dû remplir. Et pour la petite histoire, le jour où je l'ai renvoyé, donc j'ai mis du temps à remplir ce document, etc. Et le jour où je l'ai renvoyé à l'action sociale Clésia pour qu'ils me disent un petit peu ce qu'ils en pensaient, la responsable de l'action sociale m'a écrit en me disant Mathilde, je crois que tu nous as envoyé ton brouillon. Alors j'étais très vexée parce que j'y avais quand même mis beaucoup de cœur et beaucoup de temps. Et en fait, bah, elle qui connaît très bien ce qu'on met en place au sein du groupe Pierre Fabre, euh,
pensaient que c'était pas du tout, voilà, qu'on n'avait pas du tout assez mis en valeur tout ce qu'on avait tout ce qu'on pouvait faire. Et donc, ils nous ont vraiment accompagnés pour aller chercher ce label et aller chercher cette réussite parce que c'est vraiment un outil qui est très chouette. Alors, qui vient, qui sert à tout le monde en fait, qui sert et à l'entreprise. On en parlait tout à l'heure un petit peu rapidement sur la question de la marque employeur et ben, d'afficher des valeurs, hein, parce que aujourd'hui, je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui souhaitent afficher des valeurs, et c'est vrai que celle-ci est importante pour nous. Et en plus, bien, aller chercher un label, ça veut dire que c'est pas nous qui nous auto-congratulons, hein, c'est bien un organisme extérieur qui est venu dire que ce que l'on arrive à produire, c'est quelque chose de qualité. Alors, voilà, toujours à remettre en question, etc. Mais c'est important quand même d'avoir un avis extérieur. Et puis, bien sûr, et moi, c'est mon but premier en tant qu'assistante sociale, bien sûr, c'est d'accompagner nos salariés aidants et euh, d'avoir des outils, et puis surtout que nos collaborateurs salariés aidants sachent qu'on fait des choses pour eux. Parce que c'est pas tout de proposer des mesures. Si nos salariés ne le savent pas, ben, forcément, ça marche moins bien. On aura beau proposer tout un tas de choses. Si les collaborateurs ne se reconnaissent pas déjà en tant qu'aidants, ça va être compliqué. Et si après, ils ne savent pas qu'il y a des choses pour eux, à nouveau, vous l'avez très bien dit dans votre nuage de mots, c'est des personnes qui souvent manquent de temps euh, alors qui ont des compétences exceptionnelles, hein, parce qu'ils arrivent à gérer 12 emplois du temps dans la même journée, hein, le leur, professionnel, personnel, celui de la personne aidée, les rendez-vous médicaux, enfin, voilà, ils arrivent à développer des compétences assez exceptionnelles, mais effectivement, au milieu de tout ça, le temps leur manque cruellement, donc c'est important de venir vers eux pour leur dire, on a des choses à vous proposer. Mathilde, Oui. ça fait 2 ans en fait que vous avez obtenu ce label. Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu le nombre de salariés qui ont pu être accompagnés dans votre groupe? Alors, on a des outils qui sont pas très très fiables, donc je vais pas, enfin voilà, mes chiffres sont pas très fiables, mais en tout cas, on est autour de, j'ai refait un petit peu le calcul par rapport à notre moment de préparation, je pense qu'on est autour de 80, entre 80 et 100 à peu près, euh, collaborateurs. Ce que je peux dire surtout, c'est que c'était une thématique, hein, on n'y est pas venu par hasard, hein, c'était quelque chose qu'on travaillait au quotidien, enfin au quotidien, très régulièrement, des sujets comme ça qui nous venaient par les collaborateurs. Mais depuis qu'on a obtenu le label et donc qu'on a communiqué autour de cette obtention auprès de nos collaborateurs, ça a fait exploser les demandes. Donc c'est bien la connaissance en fait du fait qu'il y a des mesures pour les salariés qui font que ça ouvre et ça permet la parole, la libération de la parole et de venir surtout enfin, et aussi déposer la parole au bon endroit. Hein, on en reparlera peut-être un peu après, mais c'est important aussi d'avoir des interlocuteurs clairement, j'arrive plus à trouver le mot, identifié, voilà, identifié, pour que ce soit simple pour les collaborateurs aidants. Donc effectivement, vous nous parlez d'une centaine de personnes suivies, hein. Pour rappel, votre entreprise est à un effectif de 5600 salariés. Donc Ouais, en en 2 ans, France. Mm. c'est quand même un bon pourcentage. Donc après, en termes de communication, est-ce que vous avez, quelles sont les actions de communication que vous avez pu mener ou que vous comptez mener prochainement? Alors, on a un réseau social en interne sur lequel on publie régulièrement des informations sur les aidants et sur les salariés aidants. On a aussi
pu récemment, là, au travers de la note des congés payés, hein, sur comment prendre ses congés payés, et bien parler du don de jours. Voilà, par exemple, combien de jours avaient été donnés dans l'entreprise et combien de jours ont pu être utilisés et à quel sujet. Alors bien sûr, l'idée, c'est pas de dire les noms des gens, hein, on est bien d'accord, mais c'est de pouvoir inciter les collaborateurs qui auraient des jours à donner, de se dire, tiens, bah oui, je vais pouvoir aider peut-être quelqu'un dans... Donc on a mis des exemples de situations, par exemple la maladie d'un enfant, par exemple la maladie d'un conjoint ou le handicap d'un conjoint. Voilà, donc c'est des choses qui peuvent rendre concrètes en fait toutes ces actions-là. Et puis notre action, alors pas phare parce que c'est pas quelque chose d'exceptionnel, mais en fait c'est ce qui a le mieux fonctionné finalement. Ça a été l'organisation d'un webinaire autour de la. En fait, donc il y a la journée des aidants hein, qui est le 6 octobre tous les ans. Eh bien nous l'avons vu on est sur un certain nombre de sites. Hein, il y a beaucoup de sites Pierre Fabre. Donc on avait décidé d'en faire une semaine des aidants parce qu'un jour ça allait pas nous suffire pour faire la communication. Mais donc autour de cette semaine des aidants, on a pu monter un webinaire donc à destination de l'ensemble de nos collaborateurs avec l'action sociale de Clésia, hein, qui a tout un tas de mesures qui non seulement nous a accompagnés dans ce label, mais c'est pas tant ça qui m'intéressait par rapport aux collaborateurs, c'est surtout les mesures qu'ils proposent de l'action sociale. Hein. Donc je pense à des CESU pour les aidants, je pense à des financements de séjours de répit, je pense à toutes ces choses-là, de la gym aidant aidé. Enfin, ils ont tout un tas d'outils très chouettes à proposer. Et puis Julien a parlé de ma boussole aidant tout à l'heure, c'est un site ressource vraiment très utile. Et puis notre caisse de pas caisse notre prévention non j'ai pas le bon mot, excusez-moi, notre prévoyance. Voilà, notre prévoyance, donc pas la mutuelle, hein, bien la prévoyance. Donc la prévoyance, c'est l'organisme qui gère quand on a des incapacités de travail plus ou moins longues. Je pense aux arrêts de travail longs, aux invalidités, incapacités totales, etc. Et donc notre prévoyance propose un service qui est inclus dans notre contrat, en fait, de care manager, ce qu'ils ont appelé le care manager. Et donc, on a pu effectivement présenter également ce service-là à nos collaborateurs. Donc, un webinaire à trois voix pour l'ensemble de nos collaborateurs. Et ça a vraiment fait exploser les demandes parce qu'après, ça a été du bouche à oreille. Finalement, on a pu le mettre aussi en libre service sur nos pages de notre intranet. Et, euh, et voilà, et on compte, d'ailleurs, on ne l'a pas fait l'année dernière parce qu'on, voilà, pas forcément tous les ans, mais on compte bien le refaire cette année pour peut-être eh ben, sensibiliser d'autres collaborateurs parce que un événement qu'on fait une journée, peut-être ce jour-là, certaines personnes ne se sentent pas concernées et puis 6 mois plus tard, eh bien d'un coup, un accident de la vie, une annonce d'un handicap, enfin voilà, quelque chose se passe dans les proches et puis on en a besoin. Du coup, merci pour ce volet communication. Est-ce que vous avez une illustration d'accompagnement de salariés aidants qui serait parlant? Bah, je crois, oui, je pense à particulièrement, donc on a une collaboratrice qui travaille en usine, donc avec des horaires décalés et puis avec des plannings qui changent toutes les semaines. Et cette collaboratrice est maman d'un jeune enfant, donc qu'elle a avec son époux. Et son époux est tombé malade, gravement malade, et donc avait tout un tas de soins à effectuer, et donc n'était pas forcément toujours en état de s'occuper de leur enfant. Euh, donc cette collaboratrice, elle est venue nous rencontrer pour nous expliquer cette situation. Donc il y avait plusieurs solutions pour elle. Hein. Soit eh ben, il fallait qu'elle change de métier parce que horaire décalé tout le temps, ça allait être compliqué. Euh, Soit un arrêt de travail pour elle, alors que finalement, elle n'était pas malade directement, elle était impactée psychologiquement, ça on est d'accord. Donc ça aurait peut-être pu relever d'un arrêt de travail.
mais elle avait envie de travailler, elle avait envie de pouvoir continuer à venir prendre ce bol d'air aussi dont on parlait tout à l'heure. Mais trouver quelqu'un pour s'occuper de son enfant alors qu'on change de rythme toutes les semaines, c'est juste impossible. C'est pas possible un matin, enfin une semaine d'avoir quelqu'un le matin et la semaine d'après avoir quelqu'un l'après-midi. Et donc ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu mettre en place avec son accord bien sûr et pour un temps donné, c'était de lui proposer finalement d'avoir un planning fixe, de rester tout le temps du matin. Voilà, pour les 6 prochains mois. Et on ferait à la fin une Bon, évaluation pour voir si si ça lui convenait, s'il fallait continuer, etc. Et comme ça, elle a pu trouver quelqu'un finalement, et ben tous les matins, justement, quand elle allait travailler, elle a pu trouver quelqu'un qui était disponible tous les matins. Et comme ça pouvait relayer son mari et elle était sécurisée. Elle a pu comme ça pouvoir continuer à travailler euh, et, euh, et, euh, et sans s'inquiéter pour sa situation personnelle. très bien. Donc maintenant, rapidement, ça serait intéressant que vous nous parliez. Est-ce qu'il y a un dispositif que vous aimeriez souligner, un dispositif réglementaire qui a pu être mis en place au sein de votre groupe? Ben, j'en parlais rapidement tout à l'heure. La question des dons de jour, c'est vrai qu'on est un grand groupe, donc on a peut-être cette possibilité un petit peu plus simple avec la mise en place d'un CET, hein, d'un compte épargne-temps, sur lequel effectivement, bah, Hélène, comme vous le présentiez tout à l'heure, donc on peut disposer, enfin on peut venir donner donc sa 5e semaine de congé payé ou ses RTT parce qu'on a on a la chance d'avoir des RTT également, et de pouvoir les mettre dans une cagnotte. Euh, et en fait, il y a quelque temps, on est deux responsables des affaires sociales sur le groupe et, et la cagnotte, c'était pas nous qui la gérions avant. Et donc, c'était vraiment au fil des événements sur les sites, mais donc aussi au fil des émotions que pouvaient procurer certaines situations. Euh, donc, j'ai rien contre l'émotion, hein, c'est naturel et c'est très bien. Sauf que parfois, ça crée des situations d'inéquité parce que eh bien, quelqu'un va être plus sensible sur telle thématique et puis quelqu'un d'autre va être sensible plus sur une autre thématique. Donc, on a décidé de reprendre un petit peu cette cagnotte en main et de pouvoir eh bien, essayer de remettre de l'évaluation sociale autour de l'attribution des jours de congé pour pouvoir justement mettre de l'équité de traitement et que tous nos collaborateurs qui en ont besoin puissent en profiter. Voilà, donc ça fonctionne assez bien. Donc l'idée, c'est aussi maintenant de réussir à valoriser hein, ce dispositif, parce qu'encore une fois, c'est très chouette d'utiliser les jours. Et encore faut-il que la cagnotte se remplisse autant qu'on la vide. Voilà, donc c'est vrai que bon. Après, encore une fois, on a de la chance de travailler dans une entreprise, encore une fois, qui a tout un tas de bienveillance envers les collaborateurs. Donc, je pense que les collaborateurs le rendent bien aussi entre eux et sont toujours disposés, quand on leur explique à quoi ça va servir, à pouvoir s'entraider les uns les autres. Voilà. Pour finir, Mathilde, en fait, est-ce que vous avez une vigilance, il y a une vigilance à avoir et à donner aux salariés aidants afin qu'ils ne communiquent pas trop? Est-ce que vous pouvez développer la chose, mais très rapidement parce que le Oui, timing est oui, pardon. serré. Donc, non, juste, moi ce que j'ai toujours tendance à dire, c'est que aux salariés aidants, c'est voilà, c'est important que vous puissiez le dire en entreprise pour qu'on puisse comprendre votre situation et donc potentiellement adapter les situations de travail. Mais attention à qui vous le dites, parce que parfois, encore une fois, les sensibilités pourraient faire que ça pourrait être plutôt, alors peut-être pas préjudiciable, mais en tout cas, ne pas vous aider sur votre côté professionnel, parce que si tous vos collègues savent que vous n'allez pas bien et qu'à chaque fois que vous arrivez quelque part, tout le monde vous regarde avec des petits yeux et vous plaint, c'est pas comme ça que qu'ils vont réussir à avoir cette bulle d'air dont les aidants ont tellement besoin. Donc voilà, donc parler, c'est super, mais
aux bons endroits, c'est encore mieux. Voilà, donc en fait, les beaux endroits, c'était avec les assistantes sociales ou avec en interne, vous aviez développé aussi un réseau que vous appelez Voilà. réseau CAP. Ça peut être aussi la médecine, le service de santé au travail, les collègues RH, etc. Enfin, voilà, c'est important de trouver les bons relais. Voilà, bah écoutez, je vous remercie. On va Merci à pouvoir vous. passer la main maintenant avec le prochain dispositif et Sylvain, je te laisse le micro. Merci Hélène. Donc moi j'accueille Guillaume Staub qui est cofondateur de Prevencare, associé Bonjour et Sylvain. cofondateur de Prevencare. Bonjour Guillaume. Euh, Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots Prevencare, son origine, sa genèse, ses valeurs? Alors en quelques mots, Prevencare, c'est une entreprise de care management. C'est un service de care management dédié à l'accompagnement des salariés aidants et des salariés en situation de fragilité. Sa genèse, Prevencare est né d'un constat suite à ma première activité professionnelle. À la sortie de mes études, j'avais créé une entreprise d'aide et de maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes. Et pendant à peu près 15 ans, j'ai touché du doigt la problématique des aidants, donc en fait des familles qui venaient dans nos agences et qui avaient une demande de mise en place d'auxiliaires de vie pour aider leurs proches âgés à réaliser les gestes de la vie quotidienne. Mais nous avions à cette époque-là de plus en plus de questions autour d'un certain nombre de dispositifs, que ce soit des dispositifs humains, techniques ou financiers. Donc concrètement, nos bénéficiaires et les enfants ou les petits-enfants qui s'occupaient de ces dossiers-là nous posaient très souvent la question, au fond, comme je vous ai sous la main, est-ce que vous pouvez me trouver un kiné à domicile? J'ai entendu dire que papa ou maman pouvaient bénéficier d'une aide financière, c'est ça? L'APA, où est-ce que je vais chercher le dossier? Vers qui je me tourne? Comment ça marche? Et puis moi, je travaille, j'habite pas à côté de mon proche, donc c'est compliqué. Et donc, je jongle entre ma vie personnelle, ma vie professionnelle et ma vie d'aidant. Et donc, naturellement, on les conseillait, on les orientait vers les bons professionnels. Et la seule chose, c'est que on s'est rendu compte qu'il y en avait de plus en plus. Et donc, on a voulu apporter une réponse, quelque part, un peu à ce trou dans la raquette pour pouvoir faire gagner du temps aux aidants qui sont en activité professionnelle, donc des salariés aidants, pour pouvoir justement les aider, les accompagner et faire en sorte que, je dirais, leur charge mentale puisse diminuer et qu'ils puissent aborder, j'ose espérer, la fragilité de leurs proches de manière la plus sereine possible. D'accord. Donc concrètement, qu'est-ce que vous faites? C'est quoi le Alors, dispositif Prevencare? concrètement, le dispositif Prevencare est un dispositif très concret et opérationnel, c'est-à-dire qu'on met à disposition des salariés aidants, des entreprises qui sont clientes de Prevencare, un care manager qui est un expert des questions de dépendance, qui est un expert de l'écosystème médico-social et qui va prendre en main l'aidant pour faire pour lui l'ensemble des démarches, avec lui, mais pour lui. Donc concrètement, il y a toujours une évaluation de la situation. Hein, ça démarre toujours par une évaluation multidimensionnelle des besoins effectuée par le care manager qui, je précise, est salarié de Prevencare à temps plein en CDI avec nous. Cette évaluation qui dure à peu près 1 heure est un moment important pour bien comprendre le contexte et la situation dans laquelle se trouve l'aidant et évidemment son proche fragile. Une fois que l'évaluation est effectuée, eh bien, le travail du care manager, bien entendu, c'est d'envoyer un plan d'aide personnalisé à l'aidant, qui est une restitution écrite de l'échange que nous avons eu avec le salarié aidant. Mais surtout, le rôle du care manager, c'est d'aller chercher les dispositifs pour le compte de l'aidant. Donc, par exemple, si je prends un exemple très concret, je prends l'exemple d'une dame qui nous a contactés, qui habitait en région parisienne, donc la maman était hospitalisée en province, habitait en province, et elle nous dit, bah voilà, maman sort de l'hôpital d'ici la fin de la semaine, est-ce que vous pouvez me trouver une auxiliaire de vie pour l'aider à faire sa toilette et l'aider à s'habiller? Et donc, on a fait cette évaluation des besoins, et en plus de l'auxiliaire de vie, on s'est rendu compte que cette dame, eh ben, il fallait lui trouver une infirmière parce qu'elle sortait de l'hôpital avec une poche externe, donc il y avait donc une ordonnance que le médecin allait lui remettre, et donc, il fallait pouvoir aussi lui trouver une infirmière pour changer la poche. Et comme il y avait de la convalescence à domicile, il y a eu une préconisation sur du matériel médical, lit médicalisé, matelas anti-escar par exemple. Et naturellement, on lui a parlé de l'APA parce qu'elle avait des questions sur les aides financières. Qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce que maman peut aller solliciter? Et donc, naturellement, cette salariée, qui était la fille de cette dame, ne connaissait pas du tout l'ensemble des dispositifs. Et donc, le rôle du care manager, c'est d'informer, d'accompagner, de conseiller et d'aller chercher après les dispositifs et les différents prestataires. Donc,
de se rapprocher d'une structure de maintien à domicile pour récupérer des devis selon un plan qu'on a établi avec l'aidante. Évidemment, d'aller récupérer le dossier à pas auprès du département en question, de le transférer à l'aidante et de la guider, de l'accompagner à remplir le dossier si elle est en difficulté pour remplir le dossier et de ne pas la laisser seule face à ce dossier-là, parce qu'on peut tous perdre pied face au dossier de l'administration. Et puis de se rapprocher évidemment de notre partenaire sur le matériel médical pour pouvoir faire livrer et installer le lit et le matelas. Et donc le rôle du care manager, c'est vraiment un rôle extrêmement central qui va organiser la mise en place des dispositifs, qui va les coordonner le jour où justement la dame revient de l'hôpital pour s'assurer que l'auxiliaire de vie est bien présenté, que l'infirmière s'est présentée, que notre partenaire sur le matériel médical a bien livré et installé le lit. Et puis, on va en assurer un suivi sur un mois, c'est-à-dire qu'on va s'assurer pendant un mois que tout se passe bien au domicile de la personne fragile. Donc, on contactera toutes les semaines l'aidante pour prendre des nouvelles et s'assurer que le dispositif qu'on a mis en place pour son proche fragile se déroule correctement. Donc, il y a vraiment une proximité. Là, j'ai pris un exemple où on assure cette coordination et ce suivi. Mais le rôle du care manager, c'est au fond un rôle d'assistant personnel qui fait pour le compte de l'aidant l'ensemble des démarches pour pouvoir justement faire en sorte que le salarié puisse continuer à travailler en toute tranquillité sans courir à droite et à gauche dans des démarches qui sont très souvent chronophages, stressantes et anxiogènes pour trouver les dispositifs pour son proche fragile, qu'il soit âgé, qu'il soit malade ou handicapé, que ce soit un enfant, un conjoint, des parents, des grands-parents, un frère, une sœur, tout simplement une personne dont on s'occupe. Donc un assistant personnel pour les dents, c'est parfait. Oui. En tout cas, c'est très clair. Concrètement, c'est quoi la formation de ces care managers aujourd'hui? Déjà, combien sont-ils dans votre équipe? Alors aujourd'hui, on a une dizaine de care managers. On va en recruter sur cette année 2024 quasiment tout autant. Et la formation, ce sont des personnes qui ont des formations en économie sociale et familiale. Ça peut être des BTS, ESF, ça peut être des formations en SP3Z. Il y en a qui ont des licences, il y en a qui ont des masters, parce qu'elles se sont spécialisées aussi sur des sujets. Il y en a qui ont des formations sur des maladies neurodégénératives, il y en a qui ont plus travaillé auprès d'un public sur le handicap. J'ai quelqu'un dans l'équipe qui a une formation en tant que mandataire judiciaire. Donc, toutes les questions des aidants, notamment sur la question des tutelles, de la curatelle, de l'habilitation familiale, d'ailleurs, qui est méconnue, eh bien, on peut aider, accompagner, conseiller en fonction d'une situation et d'un contexte que vit l'aidant et son proche fragile. On a vu en tout cas qu'un des blocages qu'on peut avoir pour les aidants, c'est la difficulté à prendre, à réaliser leur statut d'aidant et le fait qu'elles puissent bénéficier d'appui. Comment vous Oui. communiquez en interne? On le verra également avec la présentation tout à l'heure de la CEPAC, mais comment communiquer auprès des entreprises pour que justement elles mobilisent ces care managers et qu'elles mobilisent Prevent-Care? Alors, on a mis en place un plan de communication auprès de toutes les entreprises et de tous nos clients euh, pour faire connaître le dispositif. C'est ce que disait tout à l'heure, en effet, la représentante de Pierre Fabre. C'est très important de créer de la visibilité sur les dispositifs que propose l'entreprise. Et donc, on met en place des webinaires de présentation du dispositif. On met en place un certain nombre de supports, que ce soit en format print ou format digital, que ce soit des affiches, des plaquettes, que ce soit des documents d'onboarding pour que l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise soient informés de ce que leur offre leur employeur, puisque le dispositif Prevencare est un dispositif qui est complètement gratuit pour les salariés des entreprises qui sont clientes chez nous. Ce sont les entreprises qui financent le dispositif et qui offrent à leurs collaborateurs ce service. Et donc, il y a plusieurs fois dans l'année des webinaires pour présenter le dispositif. C'est exactement ce que vous disiez préalablement. Il y a des personnes qui n'en ont pas forcément besoin tout de suite, qui ne sont pas concernées, qui le seront peut-être dans 6 mois. Donc, ils pourront participer au webinaire. Et puis, on fait des webinaires thématiques également, notamment autour de la Journée nationale des aidants, autour également de la semaine de la qualité de vie au travail. Donc, on profite d'une actualité assez forte pour à chaque fois remettre en avant les dispositifs et les faire vivre auprès de nos clients euh, pendant toute la durée de vie d'existence du dispositif dans l'entreprise. D'accord. Une dernière question avant de passer la parole à Anne-Sophie Rouet. Concrètement, donc c'est gratuit pour les salariés. Est-ce que vous Oui, pouvez nous donner une idée déjà du gain en termes d'heures pour le salarié qui est aidé par Prevent-Care? Qu'est-ce que lui il gagne concrètement? Et également nous oui. dire comment ça se finance et qu'est-ce que ça représente en coût à peu près par accompagnement.
Alors, pour répondre à votre première question, nous, on a fait une enquête et un salarié aidant accompagné par Prevencare, ça lui a permis de se dégager 5 heures de temps par semaine, ce qui n'est pas rien. À partir du moment où vous avez l'intervention d'un Prevencare, ça vous dégage à peu près 5 heures de temps par semaine. Le modèle économique, ça, on vend, nous, des packs auprès des entreprises. Donc, en fait, un certain nombre de prises en charge que l'on calibre en fonction de l'effectif de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose que l'on voit avec l'entreprise en direct. Ça peut être soit financé directement par l'entreprise, soit ça peut être financé par un comité d'entreprise, un CSE. Voilà. C'est une prestation de service qui est valable 1 an, et nous, on vend un niveau de prise en charge que l'on calibre sur l'effectif. Je ne peux pas vous donner un tarif parce que, si vous voulez, les niveaux, enfin, plus vous avez de Très prise en charge, différent, d'accord. plus le montant du pack est dégressif. Voilà. Ok. Après, je garde un peu pour moi notre modèle économique. Ceux qui sont intéressés pourront évidemment nous Exactement. contacter On mettra vos pour plus coordonnées pour qu'on puisse d'informations. vous contacter. Exactement. Ok. Merci Guillaume. C'était pas pour vous passer, c'était juste pour avoir une idée globale. Merci Sylvain. Et on va passer la parole tout de suite à Anne-Sophie Rouet, donc, qui est chef de projet QBT Inclusion et Engagement, référente handicap. Et ce qu'on souhaitait, c'est que justement ce dispositif Care, on puisse en avoir un retour, on va dire, côté entreprise. Anne-Sophie, est-ce que vous pouvez déjà nous présenter, je ne sais pas si on dit la CEPAC, le CEPAC, Il faudrait qui libérer est... son micro, Anne-Sophie. Ok, alors je dois pouvoir faire ça. En espérant qu'on puisse l'entendre après. Voilà, je viens de demander la réactivation du son, Anne-Sophie. Vous avez la parole. Je Ah, crois qu'on ne vous entend pas encore. mais on ne vous entend pas. Sinon, il faut déconnecter tous les casques pour repasser sur l'ordinateur. Sophie, hein, sur le. Il faut peut-être aider Anne-Sophie, il y a un problème de son. Moi, Le son chez elle. Là, je vois que le micro est ouvert. Mais est-ce que les paramètres Ah, il sont... s'est non, refermé non, là. c'est moi qui viens de le refermer pour tenter quelque chose, mais voilà. On va essayer de couper le son. Essayez de voir aussi Anne-Sophie sur la barre d'outils Zoom si vous avez la possibilité éventuellement, maintenant qu'on vous a donné le droit de réactiver le son, voir si vous pouvez le faire aussi vous en cliquant. Sur votre barre d'outils Zoom, maintenant que vous avez les droits. Anne-Sophie, je ne sais pas si vous avez encore votre casque. Peut-être enlever, débrancher le casque et essayer de passer par le micro directement, à moins que ce soit déjà ce que vous ayez essayé de faire. Ouais, ok, d'accord. Désolé. Sauf si j'appelle Anne-Sophie et que je branche mon Oui, téléphone je pense qu'on portable On va sur peut le faire essayer, micro. ça. on Ouais, peut ouais, essayer ouais. de faire ça. On va faire ça. Hop, Ok. je vais appeler Anne-Sophie tout de Merci, suite. merci beaucoup Guillaume. Hop. Alors, est-ce que ça... Anne-Sophie? Alors, hop, on va faire ça. Oui, on vous entend. Est-ce que à travers le téléphone, vous m'entendez? Vous entendez? Alors, attendez. Essayez de parler Anne-Sophie. Excusez-nous hein, pour ce petit, c'est les joies du direct, Désagrément. mais Oui, ça y est, on ça vous y est, on entend. vous entend. C'est bon? Ah, bon, c'est parfait alors. Voilà, super. Donc, Alors, Anne-Sophie, Allons-y. Bon, déjà, Anne-Sophie, est-ce que vous m'entendez, moi? Est-ce que vous oui, entendez le je son? vous Ok, entends. parfait.
Donc, je peux vous poser des questions. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement la CEPAC, la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse, nous dire le nombre de salariés et quel dispositif en faveur des aidants au sens large, et pas que Prévencare, qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau de la CEPAC? Alors, la caisse d'épargne CEPAC, c'est la caisse d'épargne, donc dont le siège social est basé à Marseille. Nous avons un secteur géographique qui est assez large, puisque nous avons 6 départements en métropole. Nous avons la Corse, nous avons aussi l'Outre-mer. Vous m'entendez bien là? Très bien. Donc, on a l'outre-mer on passe de Saint-Pierre à Miquelon aux Antilles et on passe aussi par La Réunion et Mayotte. Donc, nous avons un effectif d'environ 3200 salariés. Donc, c'est un partenariat, le partenariat avec Cravencare, il date d'il y a environ un an, puisque nous avions le souhait de développer des solutions. En tout cas, on avait identifié la problématique des aidants comme étant un sujet sur lequel on devait compléter l'offre que l'on avait déjà mis à disposition à nos salariés. Puisqu'on avait pu identifier à partir de remontées de terrain qu'il y avait certaines attentes pour lesquelles nous n'avions pas identifié de solution. Donc, on a eu une approche très pragmatique puisqu'on a analysé nos remontées de terrain, de managers, des responsables RH. Nous avons aussi 4 assistantes sociales qui sont là voilà, sur des temps de permanence, mais qui, à travers leur bilan annuel, nous avaient fait remonter en tout cas ce sujet de l'aidance familiale au niveau de nos salariés comme quelque chose, en tout cas un sujet qui montait en charge. Et voilà, on s'est inspiré aussi d'une étude de notre groupe EPCE sur le sujet. Et effectivement, on avait pu voir que l'offre que l'on proposait, en tout cas, elle a mérité d'être étoffée. Et donc, on a effectivement, dans le cadre de notre accord qualité de vie et conditions de travail qu'on a négocié il y a un an, on a effectivement fait un état des lieux de ce que je viens de vous expliquer et nous avons eu une présentation, en tout cas on avait connaissance de l'existence de Prevencare et la présentation que Guillaume nous avait en tout cas proposée nous semblait convenir tout à fait à en tout cas cette brique qui nous manquait au niveau de notre offre RH. Donc, on avait vu qu'effectivement, il y avait quand même 80% des salariés aidants qui recherchent un soutien au niveau de leur entreprise. On s'était dit que on devait en tout cas mettre en place ce dispositif. Donc, c'est vrai que l'étendue géographique de notre caisse d'épargne, elle nous amène aussi elle nous a amené, en tout cas dans l'état des lieux, à nous dire qu'on avait des salariés au profil assez pluriel et notamment en Outre-mer où le rapport à l'aidance familiale est un petit peu différent par rapport à la métropole. Donc, voilà, pour vraiment avoir le panel le plus ajusté possible de solutions, nous avons en tout cas contractualisé avec Prevencare pour justement proposer un dispositif qui vient, alors Guillaume le dit très bien, pour décharger le salarié de démarches chronophages qui sont longues, qui sont pas toujours faciles à comprendre parce qu'il y a quand même parfois un empilement de dispositifs médico-sociaux et c'est vrai que quand on ne connaît rien au sujet, on peut être vite perdu et on perd un temps fou. Et on voyait bien aussi de nos remontées de terrain que on avait des salariés qui disent oui, je suis salarié aidant, mais au final, moi, ce que je souhaite aussi, c'est continuer à travailler. Je travaille depuis toujours, c'est ma soupape de sécurité. On a eu quand même plusieurs façons d'amener, en tout cas, le sujet. Et c'est vrai que le système de care manager, en tout cas cette approche qui est vraiment très individualisée, d'assistant personnel, Guillaume le disait très bien, je trouve que voilà, c'est venu en tout cas apporter une solution qui simplifie et qui dénoue des situations qui sont bien souvent complexes. Et notre souhait, en tout cas, c'était de proposer une solution clé en main pour soulager cet épisode de la vie, voilà, où le salarié, il est aux prises à la fois avec l'administratif, avec de l'émotionnel aussi. Et quand il s'agit de ses parents ou de son enfant en situation de handicap, c'est pas toujours simple, en tout cas, d'y voir clair. D'accord. Un peu moins d'un an de mise en place du dispositif. Combien de personnes à peu près qui ont été accompagnées? On a à peu près une trentaine de salariés, sachant que par rapport à Prevencare, on a une souplesse. En tout cas, si on voit qu'il y a
d'autres salariés. En tout cas, nous, on a contractualisé sur 30. Et puis, on se disait, ben voilà, peut-être qu'on en aura plus. Et c'est vrai que ça, Prevenca nous permet, en tout cas, de pouvoir augmenter, en tout cas, le nombre de salariés enfin, qu'on souhaite accompagner, en tout cas, qui ont ce besoin d'être accompagnés par un care manager. Donc, on est aujourd'hui sur 30, mais on n'est pas tout à fait à un an de fonctionnement. Donc, au mois de juillet, on sera à un an, mais là, vous voyez, à moins d'un an, on est déjà On est à peu près une trentaine déjà à de l'effectif. salariés. Donc, c'est une prestation que vous allez être amené à continuer à développer, je suppose. Et vous avez combien de collaborateurs? Oui. 30 personnes sur combien? 3000? On a à peu près entre 3100 et 3200 salariés. Donc, au final, on est, oui, sur à peu près 1%. Mais c'est 1%. vrai qu'on est vraiment sur le souhait de pouvoir ajuster, en tout cas, si ça n'est pas suffisant. C'est vrai que c'était une première fois, une première mise en place. Et nous, notre souhait, en tout cas, c'est de pouvoir accompagner autant de salariés qui en auront besoin, puisque leur souhait, c'est de continuer l'activité professionnelle et Prevencare nous permet de pouvoir avoir des salariés qui continuent à travailler et de pouvoir aussi être aidés et de pouvoir dénouer leur situation complexe pour justement être déchargés de toutes ces démarches chronophages. C'est vrai que, voilà, la poursuite de l'activité professionnelle et de pouvoir aider l'aidant qui est aux prises avec son parent ou son enfant en situation de handicap, ça a été notre fil rouge, en tout cas, dans la mise en place de ce projet et qui est vraiment ancré aujourd'hui dans un accord de qualité de vie au travail. C'est inscrit dans le marbre, en tout cas, pour les 3 ans à venir, pour que justement on puisse pérenniser ce dispositif. Et on en a eu la preuve, hein, puisque les premières analyses, en tout cas par Prevencare, de ce que l'on a pu mettre en place, c'est que ce dispositif répond réellement à un besoin. Donc, comme on y est déjà quasiment aux 30 et on n'a pas fini l'année, On continue. on sait qu'on a répondu à une attente, en tout cas. D'accord. Merci beaucoup, Anne-Sophie. Je vais me tourner à nouveau vers Guillaume. Il y a un point qui est essentiel, c'est l'aspect de confidentialité. Donc, Anne-Sophie, vous ne savez pas forcément qui va être accompagné dans le dispositif. C'est ça, hein? C'est ça. Bon. Et Guillaume, ce taux de 1% de prévalence, je ne sais pas si on parle de prévalence, mais en tout cas d'occurrence de personnes qui viennent, donc 30 personnes par rapport à un Mhm. effectif de 3000, c'est des stats que vous retrouvez régulièrement. Et est-ce que vous avez un Bah, exemple, un ou deux exemples d'accompagnement, très brièvement en une minute, que vous pourriez nous présenter de ce qui a pu être mis en place? Vous en avez pris un tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a un exemple concret d'accompagnement que l'exemple, vous je pourriez sais nous pas, vous présenter? m'entendez là? Oui, très bien. L'exemple que je vous ai cité tout à l'heure est un exemple concret. C'est une vraie situation Oui, qu'on a accompagnée. d'accord. Maintenant, pour répondre à votre question, on a lancé le dispositif Prevencare auprès de la CEPAC au mois de juillet. Donc, on est en mars. Donc, il reste avril, mai, juin. Il reste encore 4 mois, 3 mois et demi. Donc, on sait que d'ici sur un an, on aura accompagné une cinquantaine, voire une soixantaine de personnes. Donc, il y a des taux d'incidence à 2%. On a des taux d'incidence sur des entreprises entre 3 et 5. Il faut aussi que, en fonction de l'entreprise, il y a un temps de lancement, de communication sur l'ensemble des dispositifs. Donc, c'est ce qu'on voit dans les entreprises, entre 3 et 5%. Mais ça a tendance après à augmenter forcément parce que vous avez des gens qui ne sont pas forcément aidants aujourd'hui, puis vous aurez des gens qui seront aidants demain et qui ne le sont pas aujourd'hui. Et donc, ça correspond à des moments de la vie. Un grand merci à tous les deux, Anne-Sophie et Guillaume, pour ces précisions. On va clore maintenant avec une dernière partie et une petite question sur Booklab. Vous trouverez des ressources complémentaires donc dans le support avec à chaque fois des liens cliquables. C'est un support que nous vous enverrons à toutes et à tous. Donc on va dire dans le courant de la semaine prochaine. Vous retrouverez l'ensemble des choses qu'on a pu aborder aujourd'hui. Et puis je crois qu'on a, Élodie, une dernière question Booklab. Voilà. Donc, concrètement, quelle information clé vous retenez de cet atelier? Concrètement, est-ce qu'il y a une chose qui vous a marqué, qui vous sera utile? Et on vous laisse la main à nouveau. Vous pouvez rafraîchir sur les téléphones si vous étiez sur le téléphone, rafraîchir votre écran avec la flèche tronquée ou en descendant votre écran vers le bas. Et ça nous permettra de, on va dire, terminer à peu de choses près dans le timing, Élodie. Oui, effectivement, donc toujours sur Booklap. Voilà, parfait.
Et on vous demandera encore une petite minute ou deux après pour évaluer l'atelier, votre satisfaction. Ne partez pas trop vite. Alors, il y a des choses très justes, hein. Le rôle de l'employeur, permettre aux salariés de rester au travail sereinement, hein. On se souvient de la stat, 94% des salariés souhaitent continuer à travailler. Pour les autres, des dispositifs concrets, le rôle de l'employeur, qui a un rôle notamment d'information vis-à-vis des aidants, sur le fait que des actions existent, des choses existent pour elles, l'aspect des outils mis en place. Je ne vois pas toutes les précisions, mais en tout cas, merci de vos contributions. Merci de vos retours également dans le chat. Et on vous met le QR code pour pouvoir évaluer l'atelier. Alors, vous allez avoir un certain nombre de... Alors, pardon, Hélène, je crois que je suis en train de te griller la politesse. Je ne sais plus qui devait faire l'accompagnement sur le sondage de satisfaction, mais vous allez pouvoir choisir dans le sondage de satisfaction, une fois que vous aurez scanné le QR code, la partie distancielle, voilà, à distance, et cliquer sur Atelier pour pouvoir avoir, je vais le faire en même temps que vous, je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Donc, à quel format avez-vous assisté? Vous pouvez cliquer sur Atelier. L'atelier était en distanciel. Et pour sélectionner l'atelier, pour répondre, c'est avant-dernier. Les salariés aidants, quelle réponse peut-on leur apporter? Vous sélectionnez et ensuite vous avez juste 3 questions. Voilà. Et on vous laisse compléter cet élément-là. Je tiens une fois, donc, pour, euh, pour conclure, un très grand merci à tous nos intervenants d'aujourd'hui. Alors, je vais reprendre ma liste pour n'en oublier aucun. Ou peut-être Hélène va-tu m'aider. Oui, du coup, on a du coup excusez-moi, Alors, pardon. On Alors, a, donc, je vais le faire. On va remercier Julien Pénaud du label Capandéo, Commune Différence Elodie qui nous aidait sur la partie technique. Le groupe Pierre Fabre, on avait Mathilde Binquet qui est intervenu de manière très intéressante sur ce qui était mis en place chez Pierre Fabre, Guillaume Staub de Prévencare et Anne-Sophie Rouet qui était de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse. Donc un grand merci à toutes et à tous de cette intervention. Si vous aviez merci beaucoup. des questions sur le replay, il y aura bien un replay qui va être mis en ligne. Je ne sais pas si on vous enverra le lien directement ou si vous l'avez simplement sur la plateforme, je pense, dans les jours qui viennent. Voilà. la plateforme YouTube La plateforme YouTube ou la plateforme de l'URRH sur et de laquelle vous l'URH. avez pu vous connecter aujourd'hui, On va certainement vous la plateforme laisser. YouTube également. Merci beaucoup. Merci à toutes et Un à grand tous. merci du Un coup grand aux merci. Merci intervenants à et tous. à tous les participants aussi. Merci beaucoup. Merci. Oui, vous aurez le support également. Le support sera envoyé